Donc je suis sociologue rurale. Mes thématiques de recherche concernent l'auto-organisation collective des agriculteurs ainsi que leur recherche d'autonomie, thématique que je travaille en lien avec le sujet de la transition agroécologique en France, mais aussi au Brésil. J'ai particulièrement travaillé ces thématiques à l'occasion de ma thèse que j'ai réalisée sur le thème des CUMA et de la transition agroécologique, thèse soutenue en 2018. Et c'est ce travail de thèse qui m'a conduite à mettre à jour un phénomène d'agroécologie silencieuse et une analyse que j'ai pu partager en étant intégrée à divers groupes de recherche autour des transitions agroécologiques en France, ce qui m'a permis de voir en fait que ce phénomène débordait du réseau des CUMA. Et donc, je vous propose de vous le partager aujourd'hui. Dans un premier temps, avec une caractérisation de ce que recouvre cette notion d'agroécologie silencieuse et d'abord les défis que pose ce phénomène d'agroécologie silencieuse en termes avant. Donc, je passe tout de suite à visant à caractériser. Je n'ai pas de revenus. Bon, pas de retour veut dire que tout va bien. Bon, bah allez. Véronique, on vous entend, c'était un petit peu haché. Si vous pouvez parler un petit peu plus lentement peut-être, pour permettre aux gens de bien entendre. Très bien, donc je continue sur un mode un peu plus lent. Alors, ce phénomène d'agroécologie silencieuse, tel qu'il recouvre, c'est en fait un mouvement de changement de pratique qu'on observe chez une partie des agriculteurs. Motivés avant tout par la motivation de gagner en autonomie. Et selon le point de vue des agriculteurs que j'ai étudié, cette recherche de gagner en autonomie, c'est un vocabulaire qu'ils utilisent pour exprimer le fait qu'ils se sont ils se sont engagés dans des pratiques pour répondre à un certain nombre de problèmes qu'ils rencontraient depuis une quinzaine d'années environ. Problèmes, selon eux, qui résident dans les impasses techniques qu'ils peuvent rencontrer, comme la dégradation des sols, les résistances aux pesticides. Autre problème, les exigences croissantes réglementaires en termes environnementaux, en termes de traçabilité, donc qui leur posent question. Le changement climatique, ce qui ne vous surprendra pas. Aussi le problème de charge de travail accrue. Donc, pour information, la profession agricole est aujourd'hui la catégorie socio-professionnelle dont l'INSEE constate qu'elle a le plus fort volume horaire de travail. Et puis, autre problème auquel sont confrontés les agriculteurs, c'est la plus grande volatilité des prix et des cours. Et donc, c'est pour répondre à ces problèmes qu'ils ont entrepris des changements et qu'ils les justifient par la recherche d'autonomie. Donc notamment des expressions que j'ai relevées. Il s'agit de gagner en autonomie, de travailler sur l'autonomie. Qu'est-ce que signifie cette notion d'autonomie pour eux? J'ai repéré deux facettes. D'une part, il y a la volonté de mieux maîtriser et contrôler leurs conditions d'activité, c'est-à-dire de reprendre le contrôle sur le métier plutôt que de subir. Et deuxième partie, de réduire les dépendances, en particulier vis-à-vis des opérateurs marchands, notamment côté amont. Et donc, cette recherche d'autonomie avec ces deux facettes se décline à travers les stratégies suivantes. La système les processus et donc par le développement d'une diversité
que j'ai relevé, c'est l'agriculture. Fourrager, notamment dans le système de production, les projets de méthanisation, diversification culturelle des PIB, etc. Donc, les acteurs, comme je disais, pour résoudre ce qu'ils considèrent comme problème, engagent ces nouvelles pratiques pour gagner. Et dans un contexte de renouvellement, une part de mes collègues chercheurs ont longtemps associé cette recherche d'autonomie aux agricultures qu'on disait alternatives. Là, à travers ce phénomène, ce qu'on constate, c'est un renouvellement des recherches d'autonomie au sein des agricultures conventionnelles, comme l'a montré par exemple le rapport d'orientation du syndicat des jeunes agriculteurs en 2018, où l'autonomie était un des maîtres mots de leur rapport d'orientation. On constate aussi cette extension des recherches d'autonomie au sein des agricultures conventionnelles, largement à travers la presse professionnelle, où de plus en plus d'articles traitent de ce sujet. Et je l'ai constaté fortement aussi au sein du réseau climatique, et de plus en plus des CUMA, et ce faisant, pour gagner une autonomie, amène les agriculteurs à se confronter à des difficultés d'accès aux ressources dont ils ont besoin pour réaliser ces changements. Premièrement, les agriculteurs, quand ils s'adressent à leurs conseillers, techniciens, fournisseurs habituels, ils s'aperçoivent qu'il y a un manque de compétences ou de ressources appropriées chez ces acteurs pour les aider à cheminer dans ces nouvelles pratiques. Autre question à laquelle ils sont confrontés, ils ont besoin de semences de nouvelles espèces qu'ils ne trouvent pas forcément ou difficilement pour développer leurs nouvelles pratiques. Par ailleurs, pour valoriser certaines de ces nouvelles pratiques, il manque de débouchés rémunérateurs. Autre question, le besoin d'équipements nouveaux, dont certains sont onéreux. Et puis aussi, ces nouvelles pratiques peuvent être exigeantes en temps de travail. Et donc, confrontés à ces nouvelles questions, à ces difficultés d'accès aux ressources dont ils ont besoin pour réaliser les changements, ils se tournent en fait vers l'auto-organisation collective. En fait, ce sont des habitués de l'organisation collective, et donc ils remobilisent leur forme d'organisation collective pour pouvoir répondre à ces questions. Face au manque de conseils, de références appropriés, ils remobilisent ou créent de nouveaux groupes de partage et de coproduction de connaissances, donc typiquement ce qu'on appelle les groupes de développement. Face à l'accès difficile aux semences dont ils ont besoin, certains choisissent d'autoproduire ces semences et générer en se concertant et en se partageant ensuite à des échanges de semences fermières. Face au manque de débouchés, soit ils vont interpeller, solliciter leurs coopératives ou créer des groupements de vente ou développer des échanges économiques entre pairs, typiquement les échanges éleveurs-céréaliers. Face aux besoins d'équipements qui peuvent être onéreux, ils vont remobiliser leur CUMA pour investir collectivement dans ces équipements, voire co-construire et co-concevoir collectivement certains équipements adaptés à leur situation. Et face au surcroît de travail, ils vont mettre en œuvre plusieurs types de solutions, soit embaucher des salariés de manière partagée entre plusieurs exploitations, soit mettre en place des chantiers en commun pour rationaliser certaines tâches et gagner en efficacité de travail. Autre solution, de dire collectivement dans des équipements de grande sur certains chantiers, de manière à faire face au surcroît de travail entraîné par ce développement de pratiques agroécologiques. Ce faisant, c'est donc 3 formes d'auto-organisation qu'ils mobilisent ou remobilisent. Donc, comme je le disais, les groupes de développement, donc tous ces groupes de partage et de production de connaissances que sont les GEDA, les CETA, les CIVAM et autres. Ils remobilisent leur CUMA, mais ainsi que d'autres formes
d'organisations formalisées de mutualisation de ressources comme les groupements d'employeurs. Et puis, troisième catégorie d'organisations, ce sont tous ces arrangements informels d'échange qu'ils mettent en place entre eux, comme le partage de semences fermières ou les échanges éleveurs-céréaliers. Et en même temps, j'ai pu constater que dans un même groupe, dans une même CUMA, dans un même GEDA, les agriculteurs membres, parmi eux, on voit des degrés différents de réduction d'intrants, d'approfondissement de ces nouvelles pratiques selon les exploitations, et que généralement, ceux qui vont le plus loin dans ce développement de pratiques agroécologiques, c'est ceux qui mobilisent le plus intensivement ces différentes formes d'auto-organisation collective. Et ce n'est pas le cas de tous, puisque cette auto-organisation collective est exigeante. Elle est exigeante d'une part en temps disponible, et donc ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, par exemple les doubles actifs ou ceux qui font des activités d'astreinte comme la transformation et la vente directe. Elle est exigeante en compétences collaboratives ou coopératives, c'est-à-dire ces compétences qui font qu'on a la capacité de coopérer, à prendre en compte une diversité de besoins dans un groupe et à mettre en place les modalités de coordination qui vont permettre à chacun de s'y retrouver. Et puis elle est aussi exigeante en ce qu'on appelle en sociologie en capital social, c'est-à-dire en réseau de connaissances d'autres collègues agriculteurs, et donc plus les agriculteurs ont un capital social élargi, c'est-à-dire connaissent beaucoup d'agriculteurs, plus ils ont une capacité à mobiliser de manière intensive l'auto-organisation collective. Et donc, de fait, j'ai constaté que tous les agriculteurs ne sont pas également dotés de ces ressources nécessaires à l'auto-organisation collective, donc qui explique des degrés différents d'avancement dans la transition agroécologique au sein d'un même groupe. Et puis, même pour ceux qui mobilisent activement ces formes d'auto-organisation collective, il reste des dépendances, des difficultés, des ressources manquantes, parce que l'organisation collective ne réussit pas à résoudre toutes les questions. Comme l'expliquait par exemple un éleveur basque, membre d'une CUMA, qui a développé un projet de séchoir collectif de fourrage, de manière à pouvoir introduire davantage de légumineuses fourragères dans leurs prairies, et qui me dit, on se retrouve à traiter des questions. Attendez, il y a un décalage entre ce qui est dit politiquement et sur les réalités qu'on rencontre pour y aller. Ce décalage, on le vit quand des gens nous disent « c'est super ce que vous faites » et qu'on voit les difficultés derrière pour faire avancer ce projet, ça devient lourd à porter. Donc voilà un discours qui montre que l'auto-organisation collective, c'est complexe et que ça n'avance pas forcément et ça ne résout pas toutes les questions de manière simple. Et donc, ce qui fait que chez une partie de ces acteurs, on voit des difficultés qui restent. Par exemple, on s'oublie en agriculture de conservation, des difficultés d'accès aux semences adaptées, en particulier les semences qu'il est difficile de reproduire à la ferme, soit des semences pour les espèces qu'on veut introduire dans les prairies, dans des couverts complexes, etc. Et toutes ces difficultés restantes, elles s'expliquent en fait par un contexte sectoriel, structurel, un manque de recherche publique sur certaines thématiques de l'agroécologie, des thématiques qu'on peut dire orphelines, soit parce que la recherche n'y travaille pas, ou soit parce que les fournisseurs ne sont pas capables d'approvisionner en ressources pour ces pratiques-là parce qu'elles concernent un faible nombre d'agriculteurs, ou autre difficulté qui peut être parfois difficile à résoudre, le débouché rémunérateur pour valoriser de nouveau. Ce qui caractérise en fait le changement de technique visant à gagner en autonomie, qui se concrétise grâce à l'auto-organisation collective, mais avec des degrés différents d'avancement dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques. Et donc j'ai constaté qu'une partie de ces changements, ces processus de changement technique
se faisait de manière silencieuse. Et il y a différents facteurs qui expliquent la nature silencieuse d'une partie de ces processus de changement. Une partie de ces facteurs réside au niveau individuel. Premièrement, les discours de ces agriculteurs que j'ai étudiés mettent de manière centrale en avant, pour expliquer leur changement de pratique, la question de la recherche d'autonomie, et elle est tellement centrale qu'elle en arrive à mettre sous silence la dimension environnementale. Deuxième facteur, j'ai constaté aussi un évitement des termes de l'écologie, et donc parce qu'on évite ces termes de l'écologie, les acteurs ont finalement du mal à argumenter les bénéfices écologiques qui peuvent être obtenus même de manière partielle, donc ils vont essayer de le qualifier, mais finalement avec difficulté, en parlant d'agriculture différente, d'agriculture moins destructrice, d'une certaine diminution des impacts. Et donc, on voit bien que l'argumentation reste difficile parce que ces agriculteurs évitent les termes de l'écologie, les mots d'agroécologie ou tous ces termes à connotation écologique, pour ne pas reprendre, parce qu'ils ne veulent pas reprendre les mots de ceux qui considèrent, qui critiquent l'agriculture, donc de la sphère environnementaliste. Troisième facteur au niveau individuel, parce que voilà, certains de ces agriculteurs sont confrontés à des dépendances qui restent, des difficultés qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Tout ça, ça rend d'autant plus difficile l'explication des bénéfices écologiques qui peuvent être obtenus de manière partielle et décourage d'autant plus l'effort d'argumentation. En plus de ces facteurs explicatifs du caractère silencieux de ces changements au niveau individuel, j'en ai repéré aussi au niveau collectif, parce que ces groupes d'auto-organisation et de cette dimension environnementale, finalement sur leur ferme, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, entre ces agriculteurs différents, aux différences d'approche, on évite les discussions qui sont susceptibles de mettre à jour ces différences parce qu'elles peuvent être source de tensions, de controverses entre les agriculteurs. Donc, il y a une forme de silence convenu sur la dimension environnementale, de manière à préserver la cohésion du groupe, cette organisation collective qui apporte des solutions techniques et auxquelles les agriculteurs tiennent et ne veulent pas renoncer. Voilà donc du coup pour les facteurs explicatifs, tant au niveau individuel qu'au collectif, du caractère silencieux de ces changements. Et j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, c'est cette agroécologie silencieuse est d'autant plus silencieuse qu'elle est aussi peu visible à certains niveaux institutionnels, puisque les instruments de connaissance dont on dispose aujourd'hui pour connaître les évolutions dans le secteur agricole tendent aussi à invisibiliser une partie de ces changements. Ces instruments de connaissance, quels sont-ils? C'est les outils comptables qui sont à la base du RICA, qui est un des principaux instruments de connaissance agricole, mais aussi le recensement agricole, les enquêtes statistiques. Or, tous ces instruments portent peu d'attention à une partie des pratiques agroécologiques. On a du mal à percevoir le développement de la part des légumineuses dans les prairies aujourd'hui en France. On a du mal à percevoir la part d'agriculteurs pratiquant l'agriculture de conservation à des niveaux modérés, réduits de glyphosate. Et en plus d'une partie de ces pratiques agroécologiques qui sont invisées par ces instruments de connaissance, on a aussi peu de recensement des agriculteurs engagés dans des modes d'auto-organisation collective, les CUMA, les groupes de développement. On ne sait pas quelle est la proportion d'agriculteurs en France, au niveau régional, au niveau territorial, qui sont engagés dans ces formes collectives, alors même que ce sont pourtant les cibles des instruments publics d'écologisation dont on va parler précédemment, les GI2E, les groupes éco-phyto, etc. Et donc, une part des modalités par lesquelles s'opère cette agroécologie silencieuse subit de fait une invisibilité institutionnelle, ce qui obère en fait la capacité des pouvoirs publics aujourd'hui à mesurer l'ampleur de ces changements techniques silencieux.
Voilà donc pour cette caractérisation de l'agroécologie silencieuse. Et donc j'en arrive à concernant les défis que cela pose pour la reconnaissance et l'accompagnement des transitions agroécologiques. Donc cette formulation des défis, donc c'est moi qui formule ces défis, des recommandations à partir de mes observations, mais que je soumets à la discussion avec vous. Premièrement, ça pose des défis en matière de reconnaissance de la diversité des processus qui ont vite à penser qu'il y a besoin de davantage porter attention et soutenir ce que j'appelle et ce que d'autres appellent l'innovation ordinaire, c'est-à-dire toute la diversité et la pluralité des modalités de recherche d'autonomie et d'adaptation actuelle des acteurs face au contexte plus troublé, de manière à discerner dans toutes les stratégies que les acteurs peuvent mettre en œuvre aujourd'hui, celles qui peuvent conduire à l'amélioration agroécologique, donc discerner celles qui peuvent être les points de départ possibles vers la transition agroécologique. Et donc, mieux repérer cet éventail des points de départ possibles, ça participera de mieux pouvoir appuyer ces points de départ, accompagner les acteurs qui entreprennent qui est parfois des petites pratiques au début, mais qui peuvent, à moyen terme, produire des améliorations agroécologiques, d'où l'intérêt de les soutenir dès le départ pour que les agriculteurs avancent dans les meilleures conditions et persévèrent dans ces trajectoires de changement. Autre défi en termes de reconnaissance, celui de contribuer à une rénovation des outils comptables et statistiques. Donc voilà, vous qui participez à ce webinaire, pour une bonne part, vous êtes des acteurs du développement agricole et vous pouvez être force de proposition en vue de cette rénovation, notamment par ce travail de discernement des pratiques point de départ, si elles pouvaient être recensées à travers les outils, les instruments de connaissance, permettrait de mieux repérer les agriculteurs, les régions, les systèmes de production dans lesquels ils ont lieu pour pouvoir mieux les repérer et les accompagner, mais aussi repérer toutes les modalités d'auto-organisation collective qui facilitent l'engagement dans des pratiques d'amélioration agroécologique pour les lister et du coup les intégrer aux enquêtes du recensement agricole, pour avoir une meilleure vision de tous les agriculteurs qui aujourd'hui s'auto-organisent collectivement, repérer des territoires où il y en a moins, des systèmes de production où il y en a moins, pour d'autant plus cibler l'accompagnement envers les agriculteurs qui sont moins enclins, qui ont moins de dispositions, de conditions pour s'auto-organiser collectivement. Et puis, pour cette rénovation des instruments de connaissance, il me semble nécessaire d'approfondir les réflexions sur les outils comptables appropriés pour l'agroécologie. Ce sont des réflexions qui sont déjà présentes dans certains réseaux. Je pense aux AFOG et aux CIVAM. Et donc, je pense que c'est des réflexions à reprendre et à approfondir pour pouvoir développer des propositions, d'une part, vers les acteurs bancaires. Il y a besoin d'une innovation dans ce secteur-là en termes de soutien financier à la transition. Vous n'avez pas de mal, j'imagine, à voir que, par exemple, un agriculteur qui voudrait investir dans des plantations pour aller vers des systèmes agroforestiers a plus de difficultés à obtenir un prêt bancaire pour financer ce genre de projet qu'un autre qui sollicite un prêt bancaire pour agrandir son exploitation, pour investir dans un tracteur de plus grande puissance pour arriver à conduire une exploitation agrandie. Développer aussi des propositions vis-à-vis des acteurs des dispositifs de paiement pour services environnementaux. Ça passe là aussi des tables plus adaptées et aussi pour participer à l'action. On prend connaissance. Voilà en termes de reconnaissance, mais cette agroécologie
aussi des défis en voilà. Tous les acteurs ne sont pas s'auto-organiser effectivement. Et donc, il y a là besoin de formes d'accompagnement et de soutien renouvelés pour ces acteurs qui sont au-delà du cercle de ceux qu'on voit habituellement dans les groupes. Dans ma thèse, je faisais des propositions dans la partie conclusive d'expérimentation de nouvelles démarches d'animation de proximité. Parmi ces propositions, je disais il y aurait besoin de faire émerger un métier de facilitateur local, organisation collective. J'ai pu repérer des agents de développement agricole qui travaillent à une échelle territoriale, qui sont là depuis très longtemps et qui du coup acquièrent une connaissance étendue de toutes les exploitations, et enfin, d'une grande part des exploitations et agriculteurs, et du coup qui ont une capacité à repérer des acteurs avec des besoins particuliers qui peuvent être complémentaires de ceux de d'autres. Et je pense que du coup il y aurait à expérimenter voilà, des processus d'émergence de ce métier de facilitateur à partir voilà, d'agents de développement agricole qui auraient du coup un temps significatif en animation de terrain en favorisant en fait des analyses de leurs pratiques en lien avec la recherche pour permettre une montée en compétence sur ce métier de facilitateur local d'auto-organisation collective. Autre élément d'expérimentation en termes d'animation de proximité, tout ce qui est le développement des solutions locales en faveur de l'emploi agricole. Donc voilà, on sait qu'il y a un problème de main-d'œuvre en agriculture. Beaucoup d'acteurs évoquent leur surcharge de travail. Il y a l'outil des groupements d'employeurs, mais aujourd'hui qui est peu activé parce que créer un groupement d'employeurs, ça veut dire se concerter entre agriculteurs, diagnostiquer les besoins, établir, arriver par la réflexion collective à établir un profil de poste, se lancer dans des procédures d'embauche, etc. Et le développement local de ce type de groupement d'employeurs demande une animation de proximité très forte pour pouvoir soulager les efforts de coordination des agriculteurs que demande la mise en place de ce genre de structures collectives. D'autres choses aussi, je n'ai pas mis dans le diaporama, mais en matière d'animation de proximité, tout ce qui est les restructurations parcellaires, accompagner ce genre de concertation locale à base d'échanges parcellaires pour limiter les temps de dépôt. Tout ça, qui peuvent faire la mobilisation en groupe en soulageant leur temps de travail. Et puis, ce soutien à l'auto-organisation parmi les acteurs moins dotés en ressources nécessaires, ça passe aussi par la formation agricole, où il s'agit là de renforcer les compétences collaboratives à travers le processus de formation. D'une part, ça se fait déjà, mais ça me demanderait de renforcer, de développer tout le travail d'identification, de sensibilisation à ce qu'on appelle l'agriculture de groupe, pour vraiment identifier toutes ces formes d'organisation collective, des plus formelles aux informelles, comme une ressource professionnelle pour les agriculteurs, pour leur conduite d'exploitation et justement pour l'adaptation de leurs exploitations aux enjeux nouveaux. Et puis favoriser la montée en compétences collaboratives, cette capacité des agriculteurs à se coordonner avec les autres, à conjuguer leurs besoins avec ceux de d'autres, etc. Et alors vous me direz, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que ça serait facilité avec une plus grande ouverture à la sociologie dans ce genre de processus qui forment les futurs agriculteurs. Encore un autre enjeu en matière d'accompagnement consistant à renforcer la complémentarité entre les formes collectives. Comme je vous disais, j'ai repéré trois catégories d'auto-organisation collective. Et en fait, les agriculteurs mobilisent ces différentes catégories. Et il faudrait, de la part des réseaux de développement agricole, renforcer la complémentarité entre ces formes collectives. D'une part, en acceptant quelque part de déborder de leur cœur de métier dans ces structures collectives existantes. J'ai pu constater dans certains groupes que j'ai étudiés, certains groupes CUMA, qu'il y avait un développement des échanges éleveurs céréaliers
ce n'est pas la CUMA qui organise ce développement d'échanges éleveurs céréaliers, mais c'est parce que les éleveurs d'un côté et les céréaliers d'un autre se croisent dans leur CUMA commune, qu'ils se connaissent et qu'ils se rendent compte des complémentarités entre eux et qu'ils développent des échanges, mais de manière, toute cette émergence d'idées d'échanges et de mise en place se fait en parallèle, sans qu'elle soit organisée par les CUMA, de manière un peu spontanée, informelle. Du coup, il y aurait un intérêt pour les CUMA de carrément organiser des réunions de discussion sur les besoins et opportunités de chacun pour plus facilement faciliter cette mise en lien, mise en complémentarité des besoins d'agriculteurs différents. De même, dans les groupes de développement, voilà, dont la focale, le cœur de métier principal est la formation collective, la co-construction de connaissances, peuvent être aussi des bases d'émergence de solutions de travail, même si ça n'apparaît pas dans leur cœur de métier à l'origine. Et puis, il y a aussi, en termes de complémentarité entre ces différentes formes collectives, des rapprochements qui sont peu spontanés et donc, du coup, qui sont un peu à organiser pour qu'ils puissent avoir lieu. Par exemple, entre groupes de développement, j'ai constaté des agriculteurs conventionnels se tournant de plus en plus vers le pâturage, mobilisant leurs groupes de développement pour avancer sur le pâturage. Sans forcément de mise en lien avec d'autres qui existent dans le entre bio ou entre agriculteurs économes, par exemple en CIVAM, qui ont déjà une expérience en matière de gestion prairiale. En fait, le rapprochement entre ces deux types de groupes n'est pas spontané. Et donc, je pense que c'est aussi dans le rôle des réseaux de développement de favoriser ces rapprochements entre ces groupes apparemment distants. De même, favoriser des rapprochements entre groupes de développement et opérateurs économiques qui, à mon avis, peuvent être développés. Donc voilà pour les défis en termes d'accompagnement. J'en arrive à la dernier enjeu que posent ces agroécologies silencieuses. Comme je le disais tout à l'heure, il reste des difficultés restantes qui entravent des processus de changement et qui dépendent en fait du contexte plus structurel, sectoriel de l'agriculture. Et en fait, ces autres acteurs, autres opérateurs du secteur agricole ont eux aussi à changer, à transitionner, entre guillemets, notamment je pense aux opérateurs de l'amont et de l'aval qui jusque-là sont peu ciblés par les instruments publics d'écologisation. Et il me semble que dans les groupes GI2E, Ecofito existants actuellement permettent de repérer quelles sont les limites, les difficultés qui sont du ressort des autres acteurs du secteur agricole et que la capitalisation de ces expériences pourrait permettre de mieux documenter ces limites et ces difficultés, les besoins de changement plus structurels, de manière à être force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics pour œuvrer à une réorientation des politiques publiques vers des transformations plus structurelles par la recherche, par des actions incitatives de soutien à l'innovation dans le secteur amont et aval, par de nouvelles politiques commerciales, etc. Donc voilà pour ces défis et j'en arrive donc à ma vision pour dire que voilà, ces agroécologies de données pour en être peur. Un certain nombre d'études, lorsqu'elles sont recoupées, permettent de penser qu'il s'agit d'un mouvement significatif en France et aussi au-delà, que tous ces processus de changement de pratique guidés par la recherche d'autonomie se concrétisent grâce à l'auto-organisation collective, aux effets partiels chez une partie des acteurs en raison de freins plus structurels sectoriels, au caractère discret, peu discuté, subissant une forme d'invisibilité institutionnelle, correspondent à des réalités significatives, en tout cas en France, tout en posant des défis institutionnels comptables, statistiques, des innovations en termes d'accompagnement. Mais tout en nécessitant aussi nécessaire mobilisation des acteurs là
des agriculteurs et notamment de la part des opérateurs de l'amont, de l'aval, de la recherche publique et des pouvoirs publics. Voilà donc pour ces derniers mots et ça me semble vraiment une nécessité voilà, de prendre en compte ces défis, ces nouveaux changements à opérer de manière plus structurelle parce que quelque part cette agroécologie silencieuse, elle peut porter en germe de possibles risques démocratiques face aux difficultés et aux limites rencontrées et comme on peut le voir dans le discours dont je vous ai fait part de cet éleveur du Pays Basque, ces difficultés et limites rencontrées, elles peuvent induire des ressentiments, une certaine défiance institutionnelle parmi les agriculteurs. Quelque part, la situation qu'on vit aujourd'hui peut correspondre à une possible surresponsabilisation des agriculteurs, d'autant plus s'il n'y a pas de changement structurel en parallèle, si les freins plus structurels ne font pas l'objet d'actions politiques, de soutien en matière d'innovation, etc. Et que vous, en tant qu'acteur de développement agricole sur le terrain, parce que vous êtes engagé dans cette transition agroécologique avec les moyens dont vous disposez, qui sont souvent des petits moyens, vous avez du coup aussi toute légitimité pour être force de proposition vers des changements plus structurels, de manière à limiter ces risques problématiques de ces agroécologies, ces processus de leur silence et de leur invisibilité. Voilà donc pour mon propos et je vous remercie de votre attention et je suis disposée à répondre à vos questions, à réagir à vos remarques. Merci beaucoup de cette présentation. Je vais te demander de suspendre ta présentation et de repasser en écran classique. On a certainement gardé quelques auditeurs puisqu'on a eu des mails qui nous indiquaient que la connexion était finalement pas si catastrophique que ça. Que si parfois le son était un peu haché, mais c'est pas grave. Si parfois le son était un peu haché, on est arrivé à comprendre l'essentiel de ce qui était dit. Ok. Je sais, Annick, est-ce que tu es capable de prendre la parole? Juste une vérification. Oui. Donc, alors, effectivement, mais il aurait fallu que Virginie puisse mettre, parce qu'on n'a toujours pas de partage du diaporama. Donc, si Virginie pouvait nous mettre... Voilà. Alors, Virginie nous a remis l'adresse mail à laquelle vous n'avez pas pu envoyer votre question pendant la période puisque vous ne l'aviez pas sous les yeux. Mais en attendant que vous posiez plus de questions via l'adresse gi2e@aura.chambragri.fr, je vais quand même, à très court terme, vous en rapporter 2 ou 3. Les premières questions que j'ai eues s'adressant à Véronique, c'est porté sur le terrain d'études qui avait été utilisé dans le cadre de la thèse, avec l'impression que c'était très, très fortement organisé autour de zones de polyculture élevage et que cela donnait un éclairage particulier ou spécifique à l'exposé. Est-ce que tu peux nous en montrer un peu plus ou nous dire où ça s'est fait, comment ça s'est fait, quand ça s'est fait? Alors, effectivement, mes groupes CUMA que j'ai étudiés sont avant tout en polyculture élevage, quelques-uns céréaliers. Par ailleurs, au-delà des 6 groupes que j'ai étudiés, ma thèse ayant eu lieu en partenariat avec la Fédération nationale des CUMA, j'ai pu régulièrement confronter mes résultats avec des acteurs du réseau CUMA dans sa globalité, qui me permettaient en fait du coup de monter en généralité au-delà des cas étudiés et de vérifier
si ce que j'étudiais correspondait à des tendances effectivement présentes dans l'ensemble du réseau. Et c'est vrai que le réseau CUMA a une tendance à être plus présent dans la polyculture élevage, mais pas que tout de même. Il est aussi présent en grande culture, en viticulture, etc. Mais probablement, oui, que ça teinte plus fortement les analyses. Ok. Alors, comme les questions déboulent, et je remercie les auditeurs, ça déboule sans... un peu dans le désordre, donc ça ne facilite pas les choses. Une question, la transition agroécologique, elle sera finalement adoptée assez facilement par les agriculteurs si ils en retirent un intérêt économique. Est-ce qu'on a des exemples, des illustrations effectivement positives qui montre que, quelque part, on rémunère le risque et les pratiques dans l'intérêt général à la fois des ressources et des agriculteurs? En fait, déjà, c'est parce que les agriculteurs sont confrontés à des difficultés, donc comme je le disais, voilà, des impasses agronomiques, des sols qui se dégradent, des résistances aux pesticides, parce que les cahiers des charges de leur filière leur demandent par exemple de réduire la part des achats de soja importés, parce que voilà, c'est bien aussi des questions économiques qui les conduisent à entreprendre ces pratiques, et ils en attendent une amélioration économique pour ce faire. Et donc effectivement, de la part des agriculteurs qui vont le plus loin dans ces changements, ils disent gagner en autonomie, notamment vis-à-vis des intrants, en premier lieu notamment vis-à-vis de l'alimentation animale pour les éleveurs, vis-à-vis des carburants pour ceux qui sont en agriculture de conservation. Voilà, donc c'est bien parce que du coup, ça apporte des réponses à des problèmes qui ont des incidences économiques et qui y trouvent des avantages. Qu'ils persévèrent à condition donc effectivement de disposer des dispositions minimales qui leur permettent de participer au groupe de développement, de s'appuyer sur la CUMA, etc. Ok, je continue. J'ai des questions qui portent sur le métier de facilitateur d'organisation ou de lien. Alors j'avais deux questions qui sont complémentaires. Est-ce que on va pouvoir maintenir, ou comment va-t-on pouvoir maintenir, quelles sont les ressources financières qui permettront de supporter ce métier qui n'est pas productif directement, qui ne crée pas de valeur ajoutée, qui ne crée pas de chiffre d'affaires, et dans quelle mesure quels sont les leviers de mobilisation et d'activation? En complément, une question, est-ce que vous avez pu observer dans les groupes 30 000 ce métier-là, cette dynamique-là, et est-ce qu'elle est suffisamment mise en œuvre, ou est-ce qu'elle est trop strictement technique? Est-ce qu'il y a des choses à faire progresser? Et puis, en complément, en parallèle, est-ce que vous avez pu observer des effets du même ordre ou des leviers de même nature mobilisés autour de la mise en place des PAEC et des rémunérations pour services environnementaux que vous avez évoqués, PSE? Est-ce que tout ça concourt, ça converge et ça relève à la fois du même métier et des difficultés de mise en œuvre, j'allais dire, au-delà de ce qui est strictement votre cœur de cible dans l'exposé? Il me semble en fait qu'aujourd'hui, une bonne part des agents de développement agricole ont quand même une échelle d'action qui est assez
déterritorialisé, dans le sens où du coup il rayonne, et notamment dans une partie des groupes éco-phyto, il rayonne sur des territoires où du coup ils sont surtout en contact avec les agriculteurs qui sont dans les groupes. Et donc on sait que ce n'étaient pas tous les agriculteurs, et donc c'est quand je parle de ce métier de facilitateur, c'est du coup une présence plus territorialisée sur le long terme à l'échelle locale, pour avoir une connaissance plus élargie des agriculteurs au-delà de ceux qui participent à des groupes, et vraiment dans un aller vers les agriculteurs, non pas en attendant ceux qui viennent dans le groupe, et pour être à leur écoute, pour voir leurs besoins, et opérer une complémentarité de besoins avec d'autres sur le territoire, pour leur dire, ben voilà, toi tu voudrais plus de main-d'œuvre, il y en a d'autres, pourquoi pas vous réunir pour créer un groupement d'employeurs. Et donc là, on fait appel à un agent de développement agricole au niveau départemental ou de la chambre, ou j'en sais rien, qui a plutôt une compétence là-dessus. Voilà, vraiment quelqu'un qui soit un peu un défricheur sur le terrain, etc. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte de réduction de dépenses publiques, etc. Mais je vois des potentialités qui pourraient émerger. Alors, j'en vois quelques-unes. Il y a, par exemple, des communautés de communes qui ont fait le choix d'avoir un agent de développement agricole attaché à la communauté de communes, et donc du coup qui peut être sur une échelle assez locale, qui pourrait faciliter ça. Mais ce sont des gens qui sont assez isolés et qui n'ont pas de mise en réseau avec d'autres pour vraiment échanger des pratiques, monter en compétences en lien voilà, avec de l'expertise, de la recherche, etc., qui sont un peu, je trouve, démunis s'agissant d'effectuer un travail vraiment d'aller vers la diversité des agriculteurs, d'une part. Mais il y a des territoires où il peut y avoir, par exemple, des opérateurs économiques qui pourraient être intéressés. Je pense des territoires d'appellation d'origine, où la question des enjeux environnementaux ou de la dépendance aux importations de soja, par exemple, sur des AOC laitières, se pose, et où il y a une nécessité d'une transition d'une grande partie du territoire voilà, pour avantager la filière, et du coup des opérateurs économiques pourraient trouver de l'intérêt à financer ce genre de postes en lien, par exemple, avec des collectivités territoriales, voilà, de manière parce qu'il peut y avoir un enjeu local lié à une filière ou à un enjeu environnemental, quoi. Sur ces questions, alors pour rester dans le domaine du financier, il a été posé la question de l'innovation comptable et de l'approche de l'agroécologie, j'allais dire, ou de la comptabilité de l'agroécologie chez les exploitations. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu votre point de vue là-dessus? Alors, bon, alors moi je n'ai pas travaillé directement là-dessus, mais j'ai lu des travaux d'autres collègues chercheurs, notamment de l'université de Reims, qui, travaillant avec le réseau CIVAM, ont mis en évidence que, par exemple, un certain nombre de modalités par lesquelles s'opèrent des processus de changement technique vers l'agroécologie n'apparaissent pas dans les outils comptables. Le temps passé dans le groupe de développement, voilà, l'affectation du travail voilà, qui est passé à co-construire les connaissances n'apparaît pas dans les documents comptables. Des échanges informels, éleveurs céréaliers, partage de semences fermières, ça n'apparaît pas dans les documents comptables. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont des modalités par lesquelles s'opère la transition agroécologique, qui ne sont pas visibles dans la comptabilité aujourd'hui parce que c'est une comptabilité financière. Et donc, c'est ça aussi qui donne de la difficulté quand on arrive sur la question de, voilà, quels peuvent être les formes de crédit à l'agroécologie, les dispositifs pour paiement de services environnementaux, parce que c'est des choses dont on ne dispose pas dans la comptabilité. Donc, c'est ça qui me semblerait approfondir, à travailler davantage à partir des réflexions recherches déjà existantes. Merci. Alors, c'est un peu dans le désordre, mais j'ai quand même quelques questions qui convergent. Ces agriculteurs qui s'engagent, est-ce que ils se sentent isolés? C'est-à-dire qu'ils sont en groupe,
mais est-ce qu'ils se sentent isolés, alors à la fois de leurs collègues d'une part, ou aussi des institutions qui refuseraient de les reconnaître ou de les voir tels qu'ils sont? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des freins au développement de ces groupes plus ou moins auto-organisés, freins sociologiques, institutionnels ou strictement humains, on apporte les choses? Alors, la situation est différente d'un groupe à l'autre. Ce qu'il m'apparaît, c'est que les acteurs disent, bon, heureusement qu'il y a la CUMA, heureusement qu'il y a le groupe de développement, le CETA, le GEDA, le CIVAM, parce que c'est grâce à ces groupes-là qu'on avance, qu'on résout une partie de nos difficultés. Et par contre, du coup, ils critiquent un certain nombre d'autres organisations professionnelles, opérateurs du secteur, qui pour eux n'avancent pas dans cette direction. Donc c'est une partie de leurs fournisseurs assez souvent, c'est une partie de des opérateurs d'aval qui selon eux ne font pas l'effort par exemple de trouver des débouchés rémunérateurs pour permettre des diversifications culturelles sur des fermes en grande culture. J'ai aussi été surprise de voir en fait ce sont des gens qui sont assez peu syndiqués et qui disent bah non, c'est pas le syndicat qui nous fait avancer, c'est vraiment par nous-mêmes quand on peut créer nos solutions, d'où la préférence au groupe de développement et au CUMA. Et d'autres ont leur enfin voilà, donc du coup il y a, alors après il y a des différences. Il y a certains départements par exemple où les chambres d'agriculture ont gardé un tissu important de GEDA d'échelle de proximité. Bon bah ça fait que du coup il y a un regard plutôt positif sur ces chambres d'agriculture-là. D'autres, dans des départements, il y a un regard négatif sur les COP d'APRO parce que justement, ils trouvent qu'ils ne fournissent pas les ressources, alors que dans d'autres, il y a quelques COP d'APRO qui ont investi ce créneau-là et qui répondent à leurs besoins. Voilà, ça va vraiment dépendre des situations et de la réalité des acteurs locaux, quoi. Ok, alors il y a des questions qui partent dans tous les sens. Je ne sais pas combien de temps on dispose encore, mais on doit avoir encore, je pense, une petite dizaine de minutes pour échanger sur ces questions de fond. Oui, question plus large et plus transversale, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un vrai écart entre le temps économique et le temps de la transition agroécologique, et que cet écart, il n'est pas quelque part un frein majeur à cette évolution? Oui, d'ailleurs c'est aussi un problème des outils comptables qui sont basés sur des temporalités annuelles, et quand on est en fait sur voilà, des cultures pluriannuelles, des projets qui sont forcément rentabilisés sur le long terme, voilà, du coup il y a une difficulté de l'outil comptable à rendre compte de ça. Il y a aussi effectivement le temps, voilà, parce que ces changements mettent du temps. Voilà, dans l'agriculture de conservation, le temps que le sol retrouve une activité biologique. En gestion de prairie, le temps voilà, d'arriver bonnes associations d'espèces adaptées aux conditions locales. Quand on implante une prairie, comme me disait quelqu'un, on en prend pour 4 ou 5 ans. Si on s'aperçoit qu'on a fait une bêtise, il faut attendre un petit bout de temps avant de retenter autre chose. Donc voilà, effectivement, il y a un temps long et qui met du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut rénover les outils comptables pour mieux prendre ça en compte et du coup pouvoir mieux l'accompagner.
Il y a aussi une temporalité de l'action publique basée sur le projet voilà, de 3 ans ou de 5 ans, qui n'est pas forcément non plus adapté du coup à cette temporalité des processus de changement. Non. Pour aller dans le même sens, j'ai une question, j'allais dire très opérationnelle, mais avez-vous fait le lien ou à un moment ou à un autre dans vos travaux avec ce qui est sur la traque à l'innovation en agriculture, les travaux menés par Jean-Marc Ménard, et comment vous articulez ça, si je peux utiliser ce terme-là? Travaux que je connais tout à fait, puisque Jean-Marc Ménard était dans mon comité de thèse. Quand je parle en fait de mieux repérer, documenter l'innovation ordinaire, c'est-à-dire cette multiplicité de modalités d'adaptation, de recherche d'autonomie des acteurs, on est dans la même... je rejoins la pensée de Jean-Marc Ménard et de ses collègues sur cette idée que du coup, voilà, il faut porter davantage attention aux innovations conçues, mises en œuvre par les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'une partie sont des points de départ intéressants pour l'amélioration agroécologique, d'autant plus si on les soutient dès ces points de départ. Donc effectivement, ça rejoint ce travail-là aussi. Ok, alors j'ai reçu pas mal de témoignages d'acteurs de terrain vous remerciant de mettre en lumière ce qui est leur travail quotidien. Et leurs difficultés quotidiennes de travail, et qui finalement disent peut-être que ce labourage permanent du terrain, on ne le met pas assez en valeur et on ne sait pas le faire voir suffisamment. Et pourtant, alors des gens de tout réseau se sont exprimés en disant mais c'est vraiment... c'est notre réalité, c'est la nécessité, et ça reboucle avec mais on ne sait pas le vendre et on a du mal à le faire financer. Et j'ai tellement de retours en ce sens que je me sentais la nécessité d'en faire part. Eh ben, merci de m'en faire part, parce que j'ai aussi besoin, moi, de ces retours qui confirment ce que je dis pour du coup les porter encore plus fort dans mes travaux, et notamment dans le milieu de la recherche dans lequel je suis aujourd'hui. Donc j'ai besoin effectivement de ces retours qui confirment mes analyses. Ok. Je surveille là en même temps, il est 11h24. Une question un peu ciblée, mais alors, quel est votre regard? C'est un consultant formateur qui s'exprime sur les liens entre les formes d'agriculture de groupe et les coopératives aval-amont. C'est quoi les bonnes conditions d'articulation et pour que ça soit fructueux et que ça puisse se mettre en œuvre? Je pense que ça intéresse pas mal d'entre nous à différents niveaux. Moi, ce que j'ai pu repérer, c'est que les coopératives qui sont les plus appréciées par les acteurs qui sont dans ce mouvement d'agroécologie, c'est les coopératives qui sont assez souvent les coopératives qui sont associées à des AOP, parce que il y a des enjeux de distinction sur le marché, et il y a une capacité du coup à quelque part transformer la contrainte environnementale en opportunité de valorisation économique. Et donc voilà, les cahiers des charges qui vont dans le sens de réduire les achats, les importations d'alimentation animale, de relocaliser l'approvisionnement fourrager, etc. C'est une manière du coup de valoriser ces changements en direction d'une plus grande autonomie des acteurs. Donc celles-là sont plutôt appréciées, et les acteurs en sont généralement partie prenante. Donc là, on voit qu'il y a une bonne adéquation entre les coopératives, particulièrement d'aval en fait, et ces efforts agroécologiques des agriculteurs. Il y a aussi quelques coopératives d'appro et de collecte qui font des efforts en matière notamment de diversification culturelle, de trouver des débouchés rémunérateurs, notamment par exemple pour des cultures légumineuses, voilà, ou pour d'autres cultures de diversification. Ça, du coup, c'est aussi apprécié
lorsque, notamment, du coup, elles le font en bonne intelligence aussi avec les groupes d'agriculteurs, que ce soit les CUMA ou les groupes de développement. Voilà, là je vois des rapports fructueux. Et par contre, il y a un autre type de rapport qui est de constat que voilà, les COP ne vont pas dans ce sens-là. Et une certaine fatalité. Et donc, du coup, finalement, peu d'interpellations de ces coopératives, parce qu'on ne croit pas qu'elles sont prêtes à changer. Et donc, du coup, on cherche des solutions par ailleurs. On va monter un groupe de vente, on va faire des échanges éleveurs céréaliers, parce qu'on ne croit pas en la capacité de la coopérative à aller sur ce champ-là. Merci. Alors, il y aurait matière à débattre très longuement là-dessus. Une question avec un peu plus j'allais dire, de hauteur, de distance ou de réflexion politique ou prospective. Pensez-vous que la prochaine PAC, le Green Deal, le Farm to Fork et les évolutions et ce qu'on est en train de voir tourner autour de nous en ce moment va pouvoir être impacté durablement ou impacter durablement le développement agricole et l'agriculture? Il y a des ambitions qui sont affichées, donc, notamment qui sont sorties fin mai, qui peuvent apparaître intéressantes à certains égards, avec certains risques de d'autres. On voit bien que le cours des négociations après, en général, rabaisse l'ambition. Donc, c'est un défi et ça va demander la mobilisation particulière des organisations agricoles dans le débat, en lien avec les autres parties prenantes qui s'intéressent à la question. Et au-delà de ça, je pense que les politiques commerciales, les accords qui sont en passe d'être signés auront aussi une incidence, puisque comment aller vers une transition agroécologique au niveau européen si on n'impose pas aussi ces standards-là aux produits qu'on peut importer et qui font une concurrence délétère aux produits qui peuvent être issus de production agroécologique ici. Donc au niveau européen, il y a la PAC, mais il y a aussi pour moi les accords commerciaux qui sont deux choses à surveiller de très près et à faire pression pour que ça puisse aller dans le sens d'une transition agroécologique dont les agriculteurs puissent être des acteurs. Bon, merci. Les questions continuent à arriver. Il y a des questions qui tournent autour de la formation des conseillers de développement et de l'approche sociologique du conseil qui intéresse beaucoup d'acteurs autour de nous, que ce soit des conseillers eux-mêmes ou des gens du domaine de la formation ou de la recherche appliquée. Je pense que ce sont des questions soulevées. J'ai noté tout à l'heure dans l'exposé que vous aviez fortement souligné l'importance de l'expérience de ces conseillers territoriaux pour leur maillage du territoire et leur efficacité. Est-ce que, j'allais dire, la modernité qui s'impose à nous, des changements réguliers de postes, de missions, etc., n'est pas un handicap pour le développement de l'agroécologie à court ou moyen terme? Et puis, ça sera mon avant-dernière question, puisqu'il avance. La dernière question sera beaucoup plus pratique. Elle est revenue très vite dans le début de l'exposé. Est-ce que vous accepteriez de partager votre PowerPoint en version PDF accessible à tous? Tout à fait, pas de souci pour partager le PDF. Et j'ai rajouté une diapo. En fait, un ouvrage vient de sortir dans lequel, avec des collègues, nous avons rédigé un chapitre particulièrement sur cette question de l'agroécologie silencieuse. Donc, je donne les références de cet ouvrage pour ceux qui voudraient y aller et aller plus loin dans ce que j'ai partagé ce matin. Effectivement, on constate un turnover très important des agents de développement agricole dans les différents réseaux aujourd'hui existants. Je constate que leur temps est, permettez-moi l'expression, bouffé aussi beaucoup par des procédures
bureaucratique de montage de projet, d'évaluation, et que voilà, cette logique de projet, d'appel à projet, aujourd'hui est préjudiciable à l'exercice de leur fonction parce qu'elle prend une part trop importante aux dépens de la présence effective sur le terrain. Donc je pense que là aussi, il y a d'autres formes de financement à imaginer. Bon, mais merci beaucoup. Je me fais l'écho des nombreux remerciements qui sont arrivés pour la qualité de l'exposé malgré la défaillance du support technique. Et merci beaucoup pour cet investissement, cette préparation. Je pense que ça donnera idée à un certain nombre de vous mobiliser à d'autres occasions pour approfondir, pour se poser ces questions-là.